Nous sommes près de Brest à Plouzané. Aller à la plage, c'est le passe-temps favori de Renaud, Élise et Ambre, 3 petits Bretons. Une question les taraude. D'où provient le sel de la mer? À mon avis, il vient du sable. Des algues. De la pluie. Eh oui, la réponse n'est pas évidente. Et du côté des adultes? Alors le sel de la mer et des océans viendrait du ciel? Franchement, je ne sais pas. Des roches, des poissons. Franchement, là, je donne ma langue au chat. Pour comprendre vraiment d'où vient le sel de l'eau de mer, nos jeunes scientifiques ont rendez-vous à l'Ifremer avec Yves Fouquet. Ce géologue a exploré les grandes profondeurs à bord de ce sous-marin, le Nautil. Bonjour les enfants. Bonjour. On vous serrez la main. Ensemble, ils vont recréer de l'eau de mer telle qu'elle se forme dans la nature. Pour cela, le chercheur a fabriqué une maquette qui reproduit les continents et les fonds marins. Maintenant, il faut remonter le temps à l'origine de la création de la Terre. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était très chaude. Il y avait des volcans. Il y avait encore plus de volcans que maintenant. La Terre était très chaude. Elle était tellement chaude que l'eau n'était pas liquide. L'eau, c'était des nuages. C'était de la vapeur. Après, la Terre s'est refroidie et les nuages ont pu donner de la pluie, beaucoup de pluie, et la pluie a donné les océans. Avec l'eau des nuages, il y avait aussi d'autres gaz. Et dans les gaz, qu'est-ce qu'il y avait dans les gaz? Du poison. Non, il y avait un De la lave. élément chimique qu'on appelle le chlore. Le chlore s'est donc mélangé à l'eau quand nos océans se sont constitués il y a 4 milliards d'années. À cette période, les conditions sur notre planète étaient proches de celles de Mars. Aujourd'hui, il n'y a plus de chlore dans l'eau de pluie. Mais celle-ci, quand elle tombe sur les continents, entraîne toujours avec elle des sels minéraux contenus dans les roches. Et vous voyez, il y a des petits points rouges qui sont entraînés par les rivières. Vous voyez les petits points rouges? Oui. C'est du sodium. On a dit qu'il y avait déjà du chlore. Le sodium, il arrive par les rivières. Le sodium et le chlore, ils se rapprochent et ils se collent l'un à l'autre. Ça fait du chlorure de sodium. Vous savez ce que c'est le chlorure de sodium? Non. C'est le sel. Le sel, ça vient du chlore et du sodium mélangés entre eux. Le chlore et le sodium sont donc arrivés de manière différente dans les océans pour former aujourd'hui le sel. Et ce sel, dans la mer, il y en a beaucoup. Ambre et Renaud vont essayer de mesurer sa quantité. Pour cela, ils prélèvent de l'eau. Dans ces fioles, un échantillon de l'océan Atlantique qu'ils remettent à Guillaume Charia, océanographe. Tout ça, c'est des échantillons. Et donc là, on va regarder avec cet appareil-là. Hop, il faut bien l'insérer ici. Cet appareil est un salinomètre utilisé par les chercheurs pour calculer la quantité de sel présente dans l'eau. Le chiffre que tu dis là, tu le rentres sur ce clavier. Et donc là, il y a une valeur qui s'affiche, vous voyez, 33,425. Dans cet échantillon d'eau, on a 33 grammes de sel par kilogramme. 33 grammes de sel, c'est cette quantité pour 1 litre d'eau. Mais ce résultat n'est valable que pour notre plage. Ailleurs, c'est différent. La quantité de sel qu'on trouve dans les différentes mers et océans dépend de 3 facteurs principaux. Le premier, c'est l'évaporation qu'on va avoir. Les précipitations, c'est la quantité de pluie. Et puis l'arrivée des fleuves. Dans les grands océans, on trouve entre 36,5 et 35 grammes de sel par litre d'eau. En Méditerranée, où l'évaporation est forte, on dépasse les 38 grammes. Le record de concentration en sel est détenu par la mer Morte, au Proche-Orient. 300 grammes par litre. Et regardez ce désert en Bolivie. C'est ce qui reste d'une mer asséchée. La croûte de sel y fait 120 mètres d'épaisseur. Si la concentration en sel varie d'une mer à l'autre, elle reste stable au cours du temps. Comment est-ce possible, alors que, souvenez-vous, la pluie qui ruisselle sur les continents leur apporte en permanence du sodium? Si la salinité n'augmente pas, et si on apporte en permanence du sodium, c'est que quelque part, on perd du sodium. La réponse, Yves Fouquet a pu l'observer en plongeant au cœur des océans. Sur les volcans, il y a des grandes failles.
Et le long de ces grandes failles, qu'est-ce qui se passe? L'eau de mer, elle descend, elle descend, elle descend, Elle va jusqu'à la lave qui est ici au fond. Et dans le volcan, l'eau de mer, qui est très chaude, c'est plus de 300 degrés, elle perd le sodium et un petit peu de chlore. Vous l'aurez compris, une partie du sel est piégée à l'intérieur de ces volcans sous-marins. Voilà pourquoi la salinité des mers reste toujours la même. Mais une question intrigue nos trois curieux. Flottons-nous mieux dans l'eau douce ou dans l'eau salée? Pendant que les uns expérimentent la flottaison dans cette piscine, côté laboratoire, Ambre et Renaud ont préparé un récipient d'eau douce et un d'eau salée. Ambre, tu veux essayer? Oui. Elle coule. Elle coule. Elle flotte. Elle flotte. Alors, en fait, l'eau, ce qui se passe, c'est qu'on a des forces. On a quelque chose qui pousse là, quelque chose qui pousse là. Alors, le monsieur Archimède, il a dit, lorsqu'on met quelque chose dans l'eau, il y a une force qui va pousser vers l'eau, comme ça. Cette force est égale au poids du volume du liquide déplacé. Ici, le volume de la balle. Et donc, plus votre liquide, il est salé, plus il va avoir une forte densité, et plus cette force, elle va être forte et elle va pousser vers l'eau. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, vous avez la balle qui flotte, alors que là, cette force, elle est trop faible. L'eau salée a une plus forte densité que l'eau douce. Autrement dit, à volume égal, elle pèse plus lourd. Démonstration. À gauche, de l'eau salée colorée en jaune. À droite, de l'eau douce en bleu. Lorsqu'on enlève la paroi qui les sépare, l'eau salée se glisse sous l'eau douce car elle est plus dense, plus lourde. Voilà pourquoi, comme cette balle, nous flottons mieux dans la mer qu'à la piscine. Dans la mer Morte, qui est l'une des plus salées au monde, les nageurs flottent tellement bien qu'ils peuvent lire leur journal dans l'eau. Il reste une dernière question. De l'homme ou de la femme, qui flotte le mieux? C'est mon père qui flotte le mieux. Pourquoi? Parce que ma mère va jamais à la piscine. C'est lui qui flotte le mieux, c'est maman. C'est papa. Pourquoi? Parce que papa, il a une bouée ici. Plus sérieusement, le docteur Patrick Guepner, rhumatologue, a mené un test avec deux cobayes, Ludivine et Arnaud. Ludivine et Arnaud font la planche et vous voyez que Ludivine flotte parfaitement sans faire le moindre mouvement. Pratiquement, elle peut rester comme ça, immobile. Alors que Arnaud plonge ou est obligé de faire des mouvements de bras et de jambes pour se maintenir à la surface. Cela s'explique par la composition du corps humain. Dans le corps d'une femme, la quantité de graisse est de l'ordre de 25%, la quantité de muscle 25%. Chez un homme, il y a 15% de graisse et 35% de muscle. Or, la graisse est moins dense que le muscle. Elle flotte, comme par exemple cette huile dans un verre d'eau. Le muscle, lui, est plus lourd et a plus tendance à couler. Alors, verdict? Incontestablement, les femmes flottent mieux que les hommes. Vous savez maintenant que si la mer et les océans sont salés, c'est à cause de phénomènes naturels qui remontent pour certains à près de 4 milliards d'années. Et vous l'avez vu, hommes et femmes ne flottent pas de la même manière car la composition de leur corps est différente. Mais nous flotterons toujours mieux dans de l'eau salée que dans de l'eau douce.